Bonjour, Xavier au micro de RFM. Bienvenue dans Faits et Documents, l'émission de la rédaction de Faits et Documents. Pour ce nouveau format, je serai accompagné de Vincent, que beaucoup d'entre vous ont connu au travers de la librairie Facta. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Alors, pour cette première émission, nous recevrons Pierre-Antoine Plaquevent, qui viendra nous présenter son enquête sur George Soros, éditée au Retour aux sources. Mais avant, nous allons passer en revue l'actualité sous l'angle du rapport de force entre groupes de pression, réseaux et lobby. Alors, nous allons reprendre à notre compte une analyse de Philippe Bouvard dans son livre Petit précis de sociologie parisienne paru en 1966 chez Grasset. Dans le chapitre intitulé « C'est au pied du mur qu'on voit le franc-maçon », il décrit « La concentration des pouvoirs qu'ils détiennent, donc les francs-maçons détiennent, se fait plus importante, plus efficace après chaque période de malheur. Il n'y a qu'à observer certains groupes de presse pour s'en convaincre. » Il ajoute « Il n'y a pas que la franc-maçonnerie stricto sensu, mais aussi, par ordre d'importance, la franc-maçonnerie juive, la franc-maçonnerie aristocratique et la franc-maçonnerie pédérastique. » Alors on a un peu les quatre grands réseaux présentés ici par Philippe Bouvard qui sous-tendent, si on veut, l'élite française. Et souvent, d'ailleurs, dans les personnages que nous décrivons dans Faits et Documents, on se rend compte que l'appartenance à un seul de ces réseaux est nécessaire, mais pas suffisante, et qu'en général, les personnalités de l'élite peuvent additionner 1, 2, 3, voire regrouper même les 4 réseaux. Alors, Xavier, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes annonce la fin du macronisme ? Voilà, alors pour faire le lien avec précisément les élites françaises, il faut bien revenir sur ce qu'est le macronisme. Le macronisme, c'est comment les élites françaises se sont regroupées pour produire un candidat qui, justement, fasse la part belle à tous les réseaux existants. Alors au début, quand est apparu Emmanuel Macron, on a été très surpris de voir tout un tas de nouvelles têtes émerger dans son sillage, et on a essayé de définir ce que pouvait être le macronisme. Alors on avait bien sûr une idée, puisqu'Emmanuel Macron avait été passé par la banque Rothschild, était membre du Club Le Siècle, avait été secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande, c'était un énarque de l'inspection générale des finances, et on a retrouvé énormément dans les cabinets de gens qui étaient issus des cercles strauss-kahniens. On en avait parlé à ce micro. Et puis, surprise, on a vu aussi se dessiner dans les nominations, par rapport au grand corps, une surreprésentation du Conseil d'État sur l'inspection générale des finances et aussi sur la Cour des comptes, mais surtout sur l'inspection générale des finances dont est issu Emmanuel Macron. Et c'est vrai que cette présence du Conseil d'État était importante. On a vu aussi les réseaux de la droite la plus recentrée se rallier à Emmanuel Macron, avec quelques personnalités retournées comme le Gérald Darmanin, qui a été formé par Christian Van Est, qui a été pigiste à Politique Magazine, donc un mensuel royaliste, Jean-Baptiste Lemoyne, qui a fait toute sa scolarité dans les écoles de la fraternité Saint-Pie X. C'est une information qu'on a sortie dans Faits et Documents, et qui a été, pareil, qui est passé par la droite forte, et qui a été envoyé pour signer le pacte de Marrakech. Donc on voit quelques personnalités retournées. Et puis, il y a évidemment ce tropisme chez Emmanuel Macron, un tropisme très européen dans la lignée vraiment de Jacques Delors. Et en même temps, on sent que ça vient de bien plus haut. On a vu des personnages comme Attali dans l'entourage d'Emmanuel Macron. On voit tous les espoirs que met une certaine finance new-yorkaise sur le mandat d'Emmanuel Macron, avec des gens comme Bloomberg et ainsi de suite, et y compris comme George Soros, dont viendra nous parler Pierre-Antoine Plaquevent. Et alors la connexion qui est établie entre Emmanuel Macron et George Soros, c'est une personnalité complètement inconnue qui s'appelle, on ne saurait même pas le prononcer puisque son nom n'a jamais été prononcé, s'appelle Shahin Vallée. Shahin Vallée, alors c'est écrit S-H-A-H-I-N, plus loin Vallée comme une vallée. Et donc il a été conseiller économique du président du Conseil européen Herman Van Rompuy, puis il a été au cabinet d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie et des finances. Et là, fait étrange, quelques mois avant le lancement d'En Marche,
ce personnage part au Soros Fund Management, vraiment quelques mois avant le lancement d'En Marche. Et donc, il donne une grande interview dans un média relativement confidentiel qui s'appelle Le Grand Continent, qui est un média, disons, qui vise les gens qui travaillent à Bruxelles au sein des institutions européennes. Et Vincent, tu vas peut-être nous en lire quelques extraits où il dévoile vraiment la mission, le plan du quinquennat d'Emmanuel Macron. Oui, alors il y analyse les élections européennes de mai 2019 comme l'ouverture d'un moment clé pour l'Europe, à la croisée de l'essoufflement de la social-démocratie et de l'Anschluss de la droite identitaire dure sur la démocratie chrétienne historique. Alors la nature de l'intégration européenne future passe par 2 points. Le premier touche les formes de la démocratisation, le deuxième la nature de la création d'un souverain européen. Nous allons sans doute franchir un autre cap dans cette direction en 2019, avec la création probable d'un espace politique transnational qui ne sera peut-être pas centriste, mais en tout cas central et peut-être majoritaire. En effet, Emmanuel Macron essaie de construire un arc politique qui irait de la gauche du Parti populaire européen jusqu'au vert, en englobant une grande partie du centre et des libéraux et en reprenant une partie des sociaux-démocrates. Ce nouvel axe, qui est en cours de formation et qui émergera dans le cadre des élections européennes de 2019, est peut-être la réponse à la création de l'arc pan-européen d'extrême droite dont nous parlions. Il vise explicitement à faire face au repli nationaliste, aux idées de peur de l'immigration, de recentrage autour des valeurs chrétiennes, etc., qui constituent la fibre de cette nouvelle ultra-droite européenne. Avant le scrutin présidentiel et même après, Macron a rattaché son identité politique à l'Europe. C'était un risque et cela reste un risque. La désintégration de l'Union européenne reste une possibilité. Mais il faut choisir sa mort politique. Macron a pris le risque de mourir sur l'autel européen. L'échec serait de ne pas être capable de constituer un groupe, avec moins de 25 sièges venant de moins de 5 pays, ce qui est le minimum nécessaire pour former un groupe parlementaire. Vu la dynamique politique actuelle, il semble peu probable qu'En Marche, ou la version européenne d'En Marche, n'arrive pas à constituer un groupe au Parlement européen en 2019. À partir du moment où il arrive à cela, Emmanuel Macron pourra toujours parler d'une forme de succès. Nous entrons là dans une zone grise. Un deuxième test pour Emmanuel Macron sera le budget de l'Union et la négociation du cadre financier pluriannuel, donc 2021-2027. Est-ce qu'il y aura vraiment dans ce budget des signes de changement profond ? Cela impliquerait notamment des sacrifices de la part de la France relativement à la politique agricole commune. Un autre domaine dans lequel nous verrons sans doute plus clair pendant les 2 premières années du prochain Parlement européen est de savoir dans quelle mesure nous avons ouvert le chantier institutionnel, j'ose même dire constitutionnel, dans quelle mesure la question d'une convention ou d'un nouveau traité est-elle ouverte. Donc là, c'est une interview très très importante puisque il évoque 2 choses. D'abord, il évoque la possibilité de souverain européen. Là, c'est quand même, le terme est employé, la création d'un souverain européen. Donc, c'était ça la mission d'Emmanuel Macron. Et il désigne bien comme adversaire donc le nationalisme qu'il rattache aux valeurs chrétiennes. Donc là, on a vraiment deux pôles qu'il faut bien articuler pour bien comprendre toute la dimension du macronisme. Alors sur le lien avec Soros, dans les Macron Leaks, on a retrouvé des éléments de langage réalisés par l'équipe d'En Marche et qui justement étaient destinés à contrer l'idée qui d'ailleurs avait assez peu circulé, qu'il y avait une connexion, je cite, Macron-Soros via Attali. Donc cette question est pas innocente, et on y reviendra certainement avec Pierre-Antoine Plaquevent. Mais bon, alors, au bout d'1 an et demi d'Emmanuel Macron, plusieurs choses se sont dégagées et comme pour penser juste, faut souvent penser bas, faut oser le dire, La République En Marche apparaît essentiellement, au-delà des idéologies, comme un mouvement où les réseaux homosexuels sont absolument surreprésentés. Alors, cela dit, c'est aussi à nuancer parce qu'on retrouve une surreprésentation des mêmes réseaux aujourd'hui au sein de LR, avec une génération de cadres qui a été formée par Roger Carucci, qui, sur les 4 réseaux décrits par Philippe Bouvard,
y a En cumul. Il cumule pas mal. Il n'est pas aristocrate, je crois. Voilà. Mais aussi chez les centristes, et puis évidemment, également au Front National. Et à tel point un ami lobbyiste, pourtant de droite, me disait, qui est lobbyiste donc à l'Assemblée nationale, me disait, c'est malheureux à dire, mais il n'y a que chez la France Insoumise qu'on trouve encore des hétéros. Donc vraiment, c'est très prégnant au sein de La République En Marche. Et c'est aussi prégnant, d'ailleurs, à Bruxelles, où je crois que Frédéric Martel, qui est le journaliste vraiment de référence sur les lobbies homosexuels, on peut d'ailleurs lui reprocher d'être un peu juge et parti, en quelque sorte, donnait, je crois, le chiffre d'1/3 d'homosexuels dans le personnel bruxellois. Tout ça est sourcé dans un livre qui s'appelle Global Gay. Voilà, donc à lire et à se documenter. Tout ça a été mis évidemment dans Faits et Documents. Donc la République En Marche en tant que mouvement, je dirais, avec une forte imprégnation des réseaux homosexuels, est symbolisée par le couple Stéphane Séjourné, qui a été conseiller de Macron et qui puis là maintenant prépare justement la fameuse campagne de 2019 qui doit déboucher sur une République En Marche au niveau européen, et qui est paxé donc avec Gabriel Attal, qui a été promu à 29 ans, mystérieusement, au gouvernement. Alors lui, c'est pareil, il coche 3 cases sur les 4, hein, parce qu'il n'est pas franc-maçon à notre connaissance, mais évidemment, il est d'une très haute famille aristocratique. On retrouve de l'aristocratie russe, de l'aristocratie française. Alors, fait curieux, quand on remonte l'arbre généalogique de sa mère, on tombe quand même sur le roi Charles VI le Fol. Donc vraiment, là on voit l'aboutissement en quelque sorte des réseaux de la noblesse française. Et son père, dont il ne parle jamais, est un des très très gros producteurs de cinéma, qui a été l'avocat de Sussfeld d'Alain Sussfeld et de Marin Karmitz, et qui a fini par créer pour Martin Bouygues, il me semble, sa branche cinéma. Il a été le producteur d'Almodovar, de Benigni, enfin un personnage complètement inconnu du cinéma, un personnage de l'ombre. Je sais même pas s'il a une page Wikipédia, s'il y a déjà eu une recension. Il est évidemment pas au Bouzou, enfin un personnage complètement inconnu. Et évidemment, Gabriel Attal, c'est un type qui a été vaguement au cabinet de Marisol Touraine, donc ministre socialiste de la Santé sous le quinquennat d'Hollande, parce qu'il avait sympathisé avec sa fille à Sciences Po, et qui ensuite a été propulsé au sein de La République En Marche parce qu'il était l'amant de Stéphane Séjourné, qui est ce conseiller d'Emmanuel Macron, et qui a drainé, je dirais, autour de lui tous les réseaux homosexuels qui s'étaient constitués au sein du MJS, donc le mouvement des jeunes socialistes, dont François Hollande disait que c'était l'école du vice. Alors, on voit plein de personnalités outées, donc qui ont fait leur outing, dont on peut, parce que ça c'est la force du réseau homosexuel, il faut le préciser, c'est que par exemple quand vous appartenez au réseau juif, a priori vous avez un nom juif. Quand vous appartenez au réseau aristocrate, vous avez un nom avec particules. Voilà. Même si ça peut être de la fausse noblesse, ça peut être plein de choses. Si vous appartenez au réseau maçonnique, c'est plus compliqué, parce que faut arriver à le savoir, mais on voit quand même, en général, des signes distinctifs, un certain champ lexical employé, la fraternité, la République, enfin ce genre de choses. Le réseau homosexuel, si vous donnez quelqu'un comme appartenant au réseau homosexuel, c'est une atteinte à la vie privée. Donc ça devient extrêmement compliqué. Donc on citera que des personnes qui ont fait leur outing. Donc évidemment, on a vu Stéphane Bern, qui lui, a priori, n'est ni noble, ni franc-maçon. On voit Philippe Besson, donc l'écrivain Philippe Besson, hagiographe d'Emmanuel Macron. Oui, qui le récompensera avec un poste de consul. Qui le récompense avec un poste de consul à Los Angeles, quoi. C'est-à-dire, le type, il a eu son billet pour Hollywood, dont on se rappelle la fameuse séquence du train où il parle du garde du corps Macao, une espèce de grand noir de 2 mètres, où il dit il chose du 54, et l'autre ça fait rêver pour le reste, et ainsi de suite. Enfin
Enfin, vraiment. Et alors, on se retrouve avec des personnalités complètement hallucinantes au sein de La République En Marche. Mounir Majoubi. Mounir Majoubi, c'est un truc complètement hallucinant. Il faut comprendre ce que c'est que Mounir Majoubi. Parce que Mounir Majoubi, on le voit partout sur les télés, jamais on présente Mounir Majoubi. Mais Mounir Majoubi, c'est un cuisinier marocain homosexuel paxé avec un ashkénaze. Et alors lui, c'est le spécialiste, ça devient le spécialiste du numérique. Vous voyez, c'est quand même... Alors si vous êtes cuisinier marocain, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour rentrer au gouvernement. Par exemple, vous avez Franck Riester, qui devient ministre de la Culture. Lui, il est garagiste homosexuel. Concessionnaire automobile. Ouais, concessionnaire automobile. Bon, voilà. Alors, c'est quand même... Alors, à tel point qu'Emmanuel Macron l'a envoyé en Israël pour représenter la France à la clôture de la saison croisée France-Israël, qui avait été pensée comme un événement qui devait sceller l'amitié entre la France et Israël. Emmanuel Macron avait promis de se rendre en Israël un nombre incalculable de fois, et à chaque fois avait décalé. Donc là, il était attendu. Et il a envoyé Franck Riester, et ça crée évidemment une mini-crise diplomatique. Et donc, lui est arrivé à Tel Aviv, et aucun membre du gouvernement ne s'est déplacé. Donc, on voit bien tout ça, et puis on a vu toute cette vérité de la nature profonde du macronisme éclater évidemment avec le jour de la fête de la musique à l'Élysée, qui restera malgré tout dans les annales. Le premier grand tournant du quinquennat, avec des Africains transsexuels se trémousser dans la cour de l'Élysée, fils d'immigrés, noirs et pédés, enfin bon, puis tout ça se répétera. Alors c'est pas seulement une simple erreur de communication, puisque ça se répétera évidemment avec l'équipe de France, et puis plus tard à la rentrée avec cette séquence hallucinante de Saint-Martin qui a beaucoup fait rire sur les réseaux sociaux. Et alors là, il faudrait lier ça avec justement les réseaux qui se sont implantés au sein de la technostructure française. Et tout ça vient de très loin, et ce serait, je pense, le moment d'en faire une espèce de généalogie. Parce que Macron est symptomatique de cette nouvelle génération de technocrates français, de hauts fonctionnaires. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, à l'origine, les élites françaises étaient formées au latin et au grec, étaient biberonnées au latin et au grec, et ensuite allaient à Normal Sup, rue d'Ulm, et ça formait une espèce d'élite un peu littéraire, qui est très bien résumée dans notre avant-guerre de Brasillac, qu'il faut lire pour voir un peu cette ambiance, avec évidemment une grosse culture de la civilisation, et ainsi de suite. Puis après la guerre, donc cet enseignement civilisationnel fait de latin et de grec a été remplacé par une science technocratique avec la création de l'ENA. Ce qui a donné, donc, le symbole le plus éclatant serait Jacques Chirac. Donc on a encore des élites, mais bon, la culture en moins. Et puis ces bureaucrates, puisque j'emploie le terme bureaucrate parce que c'est très intéressant si vous allez sur les pages Wikipédia des hauts fonctionnaires français, mais que vous allez sur leur version étrangère, c'est le terme bureaucrate qui est employé. Par exemple, Emmanuel Macron est un bureaucrate français. François Hollande est un bureaucrate français. Donc vraiment au sens presque d'un pays bolchevique, avec des grosses industries, des banques, tout était national. Donc on crée vraiment une bureaucratie qui avait le pouvoir politique, économique, et ainsi de suite. Et puis avec le néolibéralisme des années 80, ces bureaucrates ont commencé à se prendre pour des golden boys. Alors le cas le plus éclatant là, c'est le syndrome Jean-Marie Messier, donc énarque, polytechnicien, qui devient le golden boy des années 80, avec évidemment le scandale de Vivendi, et Jean-Marie Messier qui est toujours actif. Alors il a arrêté d'être médiatique, mais il a toujours sa banque, je crois, est rue Miromesnil à Paris. Enfin, il est toujours en cours. Et dans les années 90, cette tendance s'est aggravée.
si vous voulez, quand, pour accéder à l'ENA, il a fallu absolument passer par Sciences Po service public. Et pourquoi ça s'est aggravé ? Parce que Richard Descoings est devenu président de Sciences Po. Directeur. Directeur, oui, directeur général de Sciences Po. Et donc, cette façon d'être décomplexé par rapport à l'argent, par rapport au service de l'État, s'est accompagné d'une décomplexion, je dirais, au niveau des mœurs. Et Macron, donc lui, fait Sciences Po en 2001 et il est la première génération, il est le fruit, le symbole de cette première génération de bureaucrates formés par Richard Descoings. Donc ça veut dire le néolibéralisme décomplexé par rapport à l'argent, décomplexé par rapport aux mœurs, décomplexé par rapport à la nation, complètement décomplexé. Et en vérité, qu'est-ce qu'on a vu le 21 juin, lors de la fête de la musique? Qu'est-ce qu'on a vu à Saint-Martin? On a vu la vérité éclatante, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est Richard Descoings à l'Élysée. C'est tout. Il n'y a pas à aller plus loin que ça. Et oui, il faut voir ce que même Attali disait. Voilà, non mais Attali, c'est hallucinant, oui, tu fais bien de le rappeler, parce que Attali, sur les nouveaux programmes de Sciences Po, quand ils sont actés sous Richard Descoings, Attali, qui est peu suspect de dérives nationalistes, de dérives populistes, explique « Les nouveaux programmes de Sciences Po font des étudiants, des étrangers sur le sol français. » Voilà. Et alors, quand je vous dis que cette nouvelle génération, elle est décomplexée par rapport aux mœurs et par rapport à l'argent, je vais donner un exemple très très clair par rapport à un personnage qui s'appelle Bernard Mourad, qui a été banquier... Il était banquier chez Morgan Stanley, qui a fait toutes les fusions, acquisitions pour le compte de Patrick Drahi. Patrick Drahi, pareil, polytechnicien, qui aujourd'hui a renoncé à sa nationalité française et qui est, je crois, israélo-portugais. Vous voyez ? Donc Bernard Mourad, qui fait toutes les acquisitions pour le compte de Drahi, ensuite passe au sein de l'empire de Drahi, donc pilote les acquisitions au sein de l'empire de Drahi, puis derrière passe directement à la République En Marche pour mener les levées de fonds aux côtés de Christian Darnia, donc de la BNP, et de Guillaume Rambourg, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et alors, c'est intéressant parce que dans Vanity Fair, donc Bernard Mourad, qui, parenthèse, vient de prendre la direction à Paris de Merrill Lynch Bank of America et représentera l'État dans le cadre de la vente des aéroports de Paris. Donc là, on finit de brader les derniers bijoux de la couronne. Donc sont en liste, je crois, les aéroports de Paris, Engie et la Française des Jeux. Et donc Bernard Mourad interviendra sur ce deal en représentant les intérêts de l'État. Donc là, on a un peu une idée de jusqu'où ça va. Et alors dans Vanity Fair consacre un portrait à Bernard Mourad où il rapporte les échanges de textos. Donc, c'est-à-dire que Bernard Mourad a montré son portable à la journaliste de Vanity Fair, qui a reproduit leurs échanges de textos. Et alors là, il est présenté comme le dernier qui ose parler cash au chef d'État. Et alors, c'est des échanges de textos, je cite, plein de blagues et de smileys, du type « Tiens bon mon lapin »,« Love you »,« Bise ma poule »,« Y a la force à mon chou ». Alors là, il lui écrit, Bernard Mourad écrit à Macron « J'ai avec une perruque rose et un string en marche. T'as intérêt à être bon. » Et alors Macron lui répond « T'inquiète, je vais balancer la sauce. » Donc vous voyez, faut bien comprendre le contexte. Donc c'est une génération de hauts fonctionnaires formés par Guillaume Pépi et Richard Descoings et qui sont complètement décomplexés sur tout. Il faut rappeler donc dans le prochain Fait des documents, nous ferons le portrait de Mourad. Alors voilà, vous retrouverez donc un dossier sur les aéroports, sur la vente des aéroports de Paris avec les deux personnages qui sont sur le dossier. C'est-à-dire Bernard Mourad pour Merrill Lynch Bank of America qui conseille l'agence des participations de l'État, donc l'État, et Emmanuel Goldstein, donc un banquier qui est, je dirais, le vrai successeur de Descoings quelque part, et qui est donc banquier chez Morgan Stanley et qui lui conseille Vinci, qui est candidat au rachat des aéroports de Paris. Alors, on a évoqué tout à l'heure un troisième banquier aux côtés de Darnia, Mourad, et ce troisième banquier, c'est Guillaume Rambourg. Guillaume Rambourg. Alors,
pourquoi Guillaume Rambourg, c'est un personnage intéressant. Et là, on va aborder, parce que tout ça est lié à l'affaire Benalla. Vous voyez, parce que l'affaire Benalla montre que Macron, malgré tous les gages qu'il a donnés, a déplu à certaines factions de la caste. Et en particulier, on l'évoquait à propos de Franck Riester, la caste la plus sioniste, et je dirais néoconservatrice. On voit bien qu'il y a eu quand même une tentative d'évincer d'un certain nombre de postes, notamment au ministère de l'Intérieur, dans les services de renseignement, tous les gens qui étaient liés de près ou de loin au réseau que je qualifierais de valso-sarkoziste, c'est-à-dire vraiment les réseaux néoconservateurs. On voit bien qu'aujourd'hui, Alain Bauer, quasiment, est gilet jaune, ce genre de personnalité-là. Donc, tous ces réseaux-là sont en train de se retourner contre Macron. Et on voit, et notamment les réseaux, donc les réseaux sionistes et évidemment les réseaux maçonniques, par rapport à la laïcité et ce genre de choses. On a vu dans l'opinion le grand maître du Grand Orient, dont le nom m'échappe, Hupsch. De toute façon, ça change tous les ans et puis c'est un inconnu, mais qui était donc. Les francs-maçons sont vent debout contre Emmanuel Macron parce que, grosso modo, ils lui reprochent d'être un jésuite et ainsi de suite et de ne pas comprendre la séparation de l'Église et de l'État. Bon, en plus vraisemblablement, c'est parce qu'Emmanuel Macron a émis l'idée de réduire le Sénat et de supprimer le Conseil économique, social et environnemental, qui sont en fait deux fromages maçonniques. Donc, les francs-maçons, en tout cas le Grand Orient, donc, qui est la branche la plus importante de la maçonnerie, est en guerre contre Emmanuel Macron. Et pour recoller les pots cassés, Christophe Castaner devait recevoir le 15 janvier au soir un espèce de dîner des agapes avec toutes les obédiences pour essayer justement de renouer le dialogue. Et l'après-midi, avant ce dîner, Hupsch a donné un dîner avec les journalistes au siège du Grand Orient, où là, il a réitéré les attaques. Macron, par sa formation initiale, donc pas l'ENA, oui. Il s'agit bien des jésuites, ne comprend rien à la séparation de l'Église et de l'État, et là a dit Mélenchon est un vrai républicain. Mélenchon est un vrai républicain, et les Gilets jaunes ont des aspirations légitimes. Donc il faut bien comprendre que les Gilets jaunes interviennent à un moment où il y a une faction de la caste qui avait soutenu dans un premier temps Emmanuel Macron par défaut, qui se retrouve aujourd'hui en guerre contre le même Emmanuel Macron. Et il faut bien voir que l'affaire Benalla est lancée par deux journaux essentiellement. D'abord Le Monde. Donc là, on notera quand même que la disparition de Pierre Berger n'y est pas pour rien, puisque Pierre Berger avait soutenu Mordicus Macron et il est décédé, et que là Pigasse qui déteste franchement Macron, mais qui n'irait pas non plus lui déclarer la guerre. Et on voit là aussi que les réseaux maçonniques vont se renforcer au monde avec l'arrivée de Kretinsky, dont on a dit que c'était les Russes parce que c'est devenu un truc complètement pavlovien. Les gilets jaunes c'est les Russes, Kretinsky c'est les Russes. Non, Kretinsky c'est pas les Russes. Qu'est-ce qui fait la connexion entre un type qui travaille dans l'énergie avec EDF et le journal Marianne? Je suis désolé, c'est la franc-maçonnerie. Il est introduit en France par un type qui s'appelle Étienne Berthier, qui est un franc-maçon assez influent, la franc-maçonnerie d'EDF. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rachète évidemment Marianne, où Natacha Polony est mis à la direction comme un truc un peu... parce qu'elle a une bonne image. Mais bon, Natacha Polony, c'est au moins une sœur sans tablier. C'est Catherine Kinsler en plus populaire, quoi. Et comme par hasard, la pétition qui a regroupé les obédiences maçonniques contre Emmanuel Macron, qui a été signée début janvier par le Grand Orient et tous ces réseaux-là, a été signée dans Marianne. Donc ça, c'était petite parenthèse sur Kretinsky. Alors, les Gilets jaunes, donc soutenus malgré tout, discrètement, BFM TV, il faut bien voir que BFM TV a mis un peu d'eau sur le feu en couvrant massivement les gilets jaunes. C'était pas franchement anti-gilets jaunes au début, après ça a évolué. Mais c'est comme si Emmanuel Macron était pris entre le marteau et l'enclume. Et il faut bien comprendre que cette affaire Benalla qui vient s'ajouter, faut bien comprendre, il y a l'affaire Benalla par en haut et les gilets jaunes par le bas.
dont au début on se dit qu'elle est vraiment dérisoire et qu'à la limite un type qui prend un jour férié pour aller castagner vaguement du gauchiste, et il est même pas violent, puisque ce qu'on a vu depuis avec la répression des Gilets jaunes fait vraiment passer Benalla pour un enfant de cœur. Mais pourquoi cette affaire Benalla prend une telle importance ? Parce qu'il faut comprendre que Alexandre Benalla, c'est la clé de la vie privée d'Emmanuel Macron. C'est lui qui avait les clés du Touquet, et c'est aussi une des personnalités qui est consciente des attaches marocaines d'Emmanuel Macron. Voilà, ça nous ramène donc au palais d'Arolfa à Marrakech. Voilà, alors ça c'est une affaire, c'est une exclusivité qu'on a sortie dans Faits et Documents, à partir d'un document qui est sorti du greffe du tribunal de commerce de Marrakech. Alors nous on présente ce document, et on présente autour de ce document un faisceau d'indices graves et concordants, puisqu'on n'est pas à l'abri d'un acte malveillant du tribunal de commerce de Marrakech qui aurait inventé un document. Alors, entre parenthèses, si ça avait été un acte malveillant, vous imaginez bien que ça n'aurait pas atterri dans une lettre confidentielle, ça aurait atterri sur 4chan ou je ne sais où. Donc, bon. Et autour de ce document, on présente un faisceau d'indices graves et concordants avec justement l'apparition de Guillaume Rambourg, qui est un personnage complètement inconnu. Donc c'est un ami financier de Macron qui est parti, donc qui était un gros financier à Londres, et qui est parti de Londres d'ailleurs avec des problèmes avec le gendarme des marchés britanniques, et qui a fondé en France en 2011 donc Verrazzano Capital, donc un gros fonds d'investissement. Et alors Guillaume Rambourg a fait au moins deux importantes levées de fonds pour Emmanuel Macron. Et alors, donc nous, on sort ce dossier-là. Alors en plus, c'est drôle parce qu'on sort le dossier, et alors ce jour-là, je crois que Macron faisait un discours au Congrès, et alors que la lettre venait de sortir, il dit dans son discours une phrase du genre bon, maintenant, il faudrait peut-être arrêter avec les affaires, alors qu'il avait été en grande partie élu à cause des affaires des autres. Première chose. Deuxième chose, dans la foulée de la sortie de ce document, les locaux de la société éditrice de Faits et Documents, qui se trouvaient en Normandie, sont partis en fumée. Alors, la Normandie, c'est pas franchement une région où on a souvent des incendies accidentels, quoi. Je vais pas faire un dessin. Et par ailleurs, depuis qu'on a sorti cette enquête, on a des visites nocturnes à notre domicile, ou avec des gens qui rentrent, alors qui arrivent à rentrer sans effraction, alors que c'est une porte blindée, qui font des tours dans l'appartement, qui volent rien, qui se promènent dans l'appartement, qui déplacent 2-3 trucs, mais qui volent rien, et puis qui repartent comme s'ils étaient venus. Enfin, il y a quand même des trucs assez étranges qui se produisent. Et puis en plus, le lien entre Guillaume Rambourg et Emmanuel Macron n'a jamais été démenti. Et il ne s'en cache même pas, puisque aujourd'hui, Rambourg est en train d'investir dans un média avec la Banque Rothschild. Donc, lui, il est actionnaire à 20%. Et puis, c'est la Banque Rothschild qui a réalisé les levées de fonds dans un média qui s'appelle Explicit. Alors ça me fait toujours rire, parce que c'est un média qui se veut un espèce d'alter Mediapart, machin, et qui est fondé par Olivier Ravanello, qui est parti d'ITélé, parce que il voulait pas être inféodé à Bolloré. Alors ça me fait toujours rire, les types, ils veulent pas être inféodés à Bolloré, donc du coup ils font des levées de fonds avec Rambourg et Rothschild, quoi. Enfin bref, passons. Et par ailleurs, Maghreb Confidentiel, donc qui est l'aide confidentielle du groupe Indigo, qui fait, je dirais, autorité, comme on dit, a fait un écho cet été. Donc je vais citer l'écho, puisque c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Donc sur l'ambassadeur de France à Tunis, Olivier Poivre d'Arvor, a pris sa plus belle plume pour souhaiter une bonne arrivée à un nouveau résident français en Tunisie, un peu particulier, le financier Guillaume Rambourg, patron du fonds Verrazzano Capital, connu pour avoir participé aux levées de fonds pour la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Alors selon nos sources, donc là c'est Maghreb Confidentiel, celui-ci s'apprête à s'établir à plein temps au pays du jasmin, où il pilote déjà avec son épouse Olfa Terrasse la fondation Rambourg pour l'art et la culture. Olfa Terrasse est aussi l'une des principales animatrices d'Ish Tounsi, un collectif organisant de grandes manifestations comme la retransmission des matchs de Tunisie durant la Coupe du Monde de football, et qui pourrait préfigurer un mouvement politique. Donc là, on nous apprend que Olivier Poivre d'Arvor, donc qui est ambassadeur de France en Tunisie, essaye de placer Olfa Terrasse, donc l'épouse
tunisienne de Guillaume Rambourg, Olfateras, qui est lié au clan Trabelsi. C'est l'élite tunisienne. Tous les membres de sa famille ont été au gouvernement, dans les postes d'affaires, ainsi de suite. C'est vraiment l'élite tunisienne à la présidence de la Tunisie. Donc, c'est-à-dire quand même, les liens sont forts, puisqu'en fait, la France essaye de remettre les pieds en Tunisie. On a été chassés par les Anglais, grosso modo, avec la révolution qui a mis au pouvoir les frères musulmans. Et en fait, donc en fait, les Anglais qui sont intelligents ont joué sur le trop, disons le trop de laïcité en Tunisie pour susciter une colère et mettre au pouvoir les frères musulmans dans leurs intérêts. Donc la France essaye de reprendre la main, et qui on met la copine du copain de Macron. Et donc ça, c'est dit. Et alors là, l'article se conclut de la façon suivante. Jusque-là, la base arrière de Rambourg était Marrakech, où il possède un somptueux domaine dans la Palmeraie, d'Arolfa. Donc enfin, la presse a reconnu que Rambourg était propriétaire de Darolfa. Donc voilà. Donc comme on a dit, c'est un faisceau d'indices et concordants. Et alors, en plus, tous les journalistes de Paris sont au courant de ce qu'on raconte. Et en plus, certains nous lisent. Alors, parce que faut quand même le dire, c'est toi qui me le disais, Vincent, à propos de Benalla, justement. Oui, on avait fait une révélation de son initiation avant, parce que les médias avaient rapporté qu'il était franc-maçon à Paris, mais nous, on a révélé qu'il avait été initié quelques années auparavant au Maroc. Voilà, il a été initié à la Grande Loge Unie du Maroc, et donc on a produit le document de son initiation, et au Maroc, évidemment, il a assuré la sécurité pour Darolfa lors d'un événement, alors que le palais avait été prêté ou loué à UBS pour un événement qui s'appelle Be Connected, qui est complètement inconnu et qui réunit les plus gros clients d'UBS. Donc vous voyez ce qui se dessine autour d'Emmanuel Macron. Alors je disais aussi que Benalla avait la clé du Touquet, ça c'est aussi intéressant parce que le Touquet, ça renvoie à la famille Trogneux, c'est-à-dire la belle famille de Macron, et roman d'Emmanuel Macron, qui a été, puis on sait que Macron, son image est gérée par Michel Marchand. Donc Michel Marchand qui gère par ailleurs l'image de Xavier Niel, ancien proxénète qui a créé Iliad, sa société, dans les locaux de la DST, et qui a par ailleurs géré aux alentours de 2015 l'image de Marc Ladré de la Charrière quand son fils a été condamné pour pédophilie. Donc, c'est pour vous situer le genre d'affaires qu'elle gère, Michel Marchand. Donc, on a un proxénète et un autre dont le fils a été condamné pour pédophilie, et on la trouve dans l'entourage de Macron. Alors, c'est étonnant, c'est intéressant. Et on comprend aussi l'absence de riposte du clan Fillon à Emmanuel Macron, quand on sait que Michel Marchand avait les dossiers sur Marc Ladré de la Charrière, milliardaire, qui lui était impliqué dans l'affaire avec Pénélope à la Revue des Deux Mondes. Enfin, parenthèse, pour que les gens comprennent un peu comment fonctionne la caste, avec un vaste système de chantage et de dossiers qu'on a sur les uns et sur les autres, et qui sont activés au moment opportun. Voilà. Donc ça, c'est pour bien expliquer donc qu'aujourd'hui, Macron est pris dans un étau, donc les gilets jaunes par le bas, qui peuvent être soutenus au moins discrètement et encouragés par une faction de la caste qu'on a présentée avant, et les dossiers. Donc est-ce que tout ça est destiné à le faire plier, ou est-ce que tout ça est destiné à forcer sa démission? Alors là, c'est très intéressant parce qu'on va rentrer dans l'après Macron. Y aura-t-il un après Macron? Et là, on voit des personnages qui émergent. Alors, en cas, évidemment, de démission d'Emmanuel Macron, celui qui assurerait le pouvoir, c'est l'actuel président du Sénat, Gérard Larcher, qui a eu un nombre incalculable de bons papiers dans la presse ces derniers temps, cette espèce de personnage rond qui incarne vraiment la République au sens troisième République du terme. Vraiment, physiquement, c'est Noiret, quoi. Une espèce de personnage comme ça, qui arrondit, donc c'est les agapes, quoi. Et puis, alors, on voit apparaître aussi Jean-Luc Mélenchon, il faut bien le dire, dans cette séquence, qui, même s'il décolle pas au niveau des sondages, a eu toute une phase d'hésitation. Il faut suivre tous les derniers mois de Jean-Luc Mélenchon. On voit l'hésitation
au sein de la France insoumise entre deux lignes, qui sont l'union des populismes d'un côté, à l'italienne, avec pourquoi pas des rapprochements avec des souverainistes, peut-être pas avec le Front National, mais avec des souverainistes, pourquoi pas Nicolas Dupont-Aignan, ce genre de choses. Enfin, en tout cas, cette union des populistes, je dirais, à coloration souverainiste, et d'un autre côté, une ligne plus petit bras qui serait une ligne d'union de la gauche. Et dès que Macron a commencé à laisser entrevoir qu'éventuellement il pourrait se diriger vers la première voie, on a vu Garrido et Corbière se faire cambrioler leurs ordinateurs, on a vu la perquisition chez Mélenchon où a été révélée sur la place publique sa relation avec la communicante Sophia Chikirou, on a vu tout ce genre de choses, et surtout, le Grand Orient a engagé une Procédure d'exclusion temporaire. Une procédure d'exclusion temporaire qui a été annulée suite à deux faits. Le dépôt à l'Assemblée nationale par la France insoumise d'un groupe d'études sur les groupuscules d'extrême droite, et ensuite il a rayé de la liste les deux personnalités souverainistes, un dont le nom m'échappe, et puis l'autre Kuzmanovic, qui est son conseiller en relations internationales, plutôt pro-russe, plutôt anti-immigration sur des questions économiques et sociales. Donc il a déposé une motion contre l'extrême droite à l'Assemblée nationale, plus rayé les deux souverainistes de sa liste, et là, qu'est-ce qui s'est passé ? À 30 voix contre... alors que la procédure d'exclusion avait été actée à 30 voix contre 3, c'est-à-dire à une énorme majorité, il a été réintégré. Et alors là, c'est quand même intéressant parce que Mélenchon, c'est pas un franc-maçon de province qui est proviseur et qui fait sauter ses PV. Il est à la loge Roger Leray, qui est une loge d'influence, je dirais, au même titre que par exemple la loge République, la loge Spartacus pour les médias, ou la loge Aletheia pour les réseaux homosexuels. Vous voyez, il y a des loges qui sont importantes. Tu dis la loge Roger Leray, par exemple, quand François Hollande est allé présenter son livre écrit par Laurent Geoffrin, il est allé à la loge Roger Leray. Alors je serais curieux de savoir si Mélenchon est venu, quand on sait comment il déteste cordialement Hollande. Et donc, qu'est-ce que c'est en fait la proposition et le destin au sein du système de Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi il est programmé au sein du système? C'est pour mettre à bas la Ve République. Parce qu'il faut comprendre que les élites mondialistes ont toujours détesté la Ve République parce que c'est un système qui est dangereux. Pourquoi il est dangereux? Parce qu'on élit, alors au début c'était pour 7 ans, puis ça a été un peu taillé, maintenant pour 5 ans avec le quinquennat, un monarque républicain en quelque sorte, ce qu'ils appellent un monarque républicain. Mais en fait, ça veut dire qu'il a tous les leviers de pouvoir s'il veut bien les prendre. Il a vraiment un pouvoir maximum qu'il y a dans quasiment aucun autre pays des démocraties occidentales éclairées. Donc il faut mettre à bas la Ve République. Donc d'où les attaques systématiques sur la dérive monarchiste de Macron et ainsi de suite, par la presse de gauche évidemment. Et le dessein de Mélenchon, c'est de mettre à bas la Ve République avec sa 6e République. Et donc là, on voit se dessiner une récupération des gilets jaunes par les mouvements d'extrême gauche pour les faire coller à la 6e République citoyenne de Mélenchon, où on fera croire que les gens participent à un processus constituant dans la tradition révolutionnaire et ainsi de suite. Or, en vérité, cette 6e République, qui est en fait un retour à la 4e ou à la 3e République, c'est-à-dire un régime d'alliance parlementaire qui est en fait ingouvernable et où le président n'a plus aucun pouvoir puisque ça devient un président du Conseil. Donc on revient à un schéma vraiment 4e, 3e République. Et donc cette constitution a été validée en loge, j'ai le document sous les yeux, le 28 novembre 2018, lors devant les loges l'enseignement mutuel du Grand Orient et Olympe de Gouges de la Grande Loge Mixte Universelle, puisque sa rédactrice, Charlotte Girard, donc une professeure de droit et qui a été co-responsable coordinatrice du programme de Jean-Luc Mélenchon, est venue présenter sa planche sur le processus constituant au XXIe siècle. Et j'ajoute 2 choses que Bernard Tapie a dit sur LCI qu'il n'y avait pas de crainte d'alliance des populismes tant que Jean-Luc Mélenchon serait là.
en disant contrairement à d'autres, et je pense qu'il visait Ruffin. Et deuxième chose, Julien Drey, avec qui à un moment donné il était très en froid, chez Zemmour et Nolot, a dit ce qu'il faut maintenant, c'est rentrer dans un processus constituant avec une 6e République. Donc là, on voit à quoi pourrait servir Mélenchon dans le contexte actuel. Et puis, il y a un deuxième personnage. Donc on a situé donc, les personnages qui vont émerger. Probablement, ça reste des hypothèses, là on fait de la prospective. Donc Gérard Larcher, Jean-Luc Mélenchon et éventuellement un rôle encore pas défini, qui est Pierre de Villiers. Le général Pierre de Villiers. Alors, d'ailleurs, la première question, c'est pourquoi une telle complaisance avec donc Pierre de Villiers, connaissant ses origines, connaissant la famille de Villiers? Alors déjà, il y a deux choses dans ta question. C'est le niveau de complaisance. On n'avait jamais vu ça. Alors le type est militaire. Et il est le frère de Philippe de Villiers. Il est reçu par les médias, par Rutel Krief, qui l'écoute comme si c'était le Messie, Libération, Valeurs Actuelles, enfin, tout le monde est à genoux, l'équipe fait une double page, on a Le Monde qui se demande si c'est pas l'homme qui a dit non, en référence à sa démission fracassante de l'été 2017 de son poste de chef d'état-major des armées, et on a Christine Angot qui lui donne du général. Enfin, j'ai jamais vu ça sur France Culture. Il est invité sur France Culture. Le type est général. On n'a jamais vu ça. Donc tous les réseaux qui étaient jusque-là les plus anti-militaristes sortent la brosse à reluire pour le frère de Philippe de Villiers. Alors, c'est quand même complètement inexplicable. Et qui plus est militaire et catholique. Alors là, il y a vraiment un truc qui est incompréhensible. Alors déjà, faut comprendre sa famille. Dans sa famille, le vrai homme important, c'est Bertrand de Villiers, donc qui est patron d'Alouette FM et aussi président du conseil d'administration de Sud Radio. Donc ça, c'est important, donc qui se positionne en quelque sorte comme un RMC encore plus à droite, avec des personnalités comme André Berkoff et ainsi de suite. Et puis, le père a été un ancien résistant, a été officier de l'armée de terre, donc militant de l'Algérie française, proche de l'OAS. Donc, on est vraiment dans une famille de ce qu'on appelle la droite de conviction. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que jamais il est questionné sur cette famille. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit sur cette famille ? Alors, il s'est confié et il a dit à une journaliste du Monde, il dit « On m'a en permanence envoyé à la figure que j'étais le frère de Philippe. Cela a généré beaucoup de prudence. J'en ai tiré un tempérament singulièrement plus consensuel que lui. » Voilà. Et puis, il semble avoir une stratégie d'évitement. Il élude des questions. Par exemple, quand on lui demande, parce que son frère, Philippe de Villiers, comme à chaque fois, rapporte les propos de table des membres de sa famille. C'est une habitude chez lui. Et donc, dit, oui, il m'a dit, si ça pète dans les banlieues, on n'a pas les moyens de faire face. Donc là, il préfère surtout, Pierre de Villiers préfère ne pas répondre. Mais alors, ce qui est quand même encore plus intriguant quand on lui demande qu'est-ce que vous pensez de l'inscription sur la boîte de votre casoar, qui est mon âme à Dieu, mon corps à la patrie, mon cœur à la famille. Qu'est-ce qu'il répond ? Il dit les valeurs qui me sont les plus chères sont l'humanité, la cohérence et la fraternité. La cohésion. La cohésion et la fraternité. Alors là, c'est intéressant. Et puis, un autre élément à souligner, c'est sur un de ses plus grands faits d'armes militaires, qui est d'avoir... parce qu'en fait, c'est un militaire qui a, pour ainsi dire, quasiment jamais combattu. Donc, son gros fait d'armes, ça aurait été pendant 5 mois à la tête de la brigade Leclerc au Kosovo, dans le cadre de la KFOR, donc sous commandement de l'OTAN. Alors là, il raconte... donc je cite, c'est dans La Croix. Alors à l'époque, il exprime sa confiance dans la réconciliation entre Serbes et Albanais. Ouvrez les guillemets, je rêve d'organiser un match de foot entre Serbes et Albanais. On va y arriver, si on peut les réunir, alors c'est gagné. Alors là, c'est quand même assez niais. Et dans Libération, c'est encore pire. Alors il organise un match à Mitrovica devant plusieurs milliers de spectateurs brandissant des drapeaux albanais. Donc là, il n'y a plus de Serbes, plus d'Albanais, il n'y a plus que des Albanais, quoi. Et là, il dit, ce fut le premier signe concret qu'on sortait de la guerre. L'événement s'est déroulé sur un terrain interdit jusque-là aux Albanais par les Serbes. Enfin, là, c'est quand même, on est quand même, un gauchiste aurait pas renié ses propos. Alors, comment expliquer son ascension, pour devenir chef d'état-major des armées ? Alors,
Bon, je l'ai dit, lui, il le dit lui-même, hein, il dit j'ai pratiqué les finances publiques durant 25 ans. Donc, il est présenté comme un planificateur et analyse des moyens, hein. C'est vraiment un militaire de bureau. Et donc évidemment, il rejoint il est le cabinet militaire de Jean-Pierre Raffarin, puis de Dominique de Villepin. Puis au moment où son frère négocie le ralliement à Sarkozy, et à ce moment-là, il est bizarrement, je dirais, promu, coup sur coup, hein. Il est nommé chef de cabinet du Premier ministre François Fillon, puis il est élevé au grade de général de corps d'armée, donc qui reçoit sa 4e étoile, et le 23 février 2010, alors ça c'est une date importante dans son parcours, Nicolas Sarkozy le reçoit pour en faire le chef d'état-major particulier du président de la République. Il lui dit Pierre de Villiers, tu seras mon chef d'état-major particulier, c'est entériné. Et alors là, Pierre de Villiers organise son pot de départ, une fête et ainsi de suite. Et dans les heures qui suivent, Sarkozy lui annonce bah non, ça va pas se faire. Finalement, ça va être Benoît Pugat. Alors Benoît Pugat, c'est Villiers. Benoît Pugat, c'est l'opérationnel pur. Il a été directeur du renseignement militaire. Il a commandé le 2e régiment étranger de parachutistes. Et c'est lui qui, comme chef d'état-major particulier du président de la République, sera le vrai militaire d'influence de la période Sarkozy-Hollande. Et donc Pierre de Villiers se retrouve finalement major général des armées. Major général des armées, c'est-à-dire numéro 2 de la hiérarchie. Alors on va revenir justement sur cette hiérarchie militaire parce que c'est un point très intéressant que les gens comprennent pas bien. Et donc là, il reçoit sa 5e étoile et il est major général des armées. Et en fait, il est dans un rôle de DRH chargé de piloter la réduction des moyens matériels, donc et le plan social, hein, pour ainsi dire, engagé par Sarkozy avec la suppression de 54 000 postes concomitamment avec la fin de la souveraineté militaire française, donc les accords de Lancaster House, la réintégration dans le commandement intégré de l'OTAN, et ainsi de suite. Et donc, faut bien comprendre, c'est un homme qui avale des couleuvres. Et en 2014, il est nommé chef d'état-major des armées. Alors là, les gens se disent c'est le chef d'état-major des armées, c'est le grand chef. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette nomination s'est faite dans un contexte où le cabinet franc-maçon de Le Drian avait déclaré la guerre à la haute hiérarchie militaire catholique. Ils avaient fait semblant de croire que cette haute hiérarchie militaire catholique, dont j'ai cité Benoît Pugat, qui est lié par sa famille au traditionnaliste de Monseigneur Lefebvre, par exemple, ourdissait un espèce de coup d'État contre la République. Et dans cet épisode, Pierre de Villiers avait été qualifié de vrai officier républicain par Jean-Yves Le Drian. Et justement, il avait été nommé chef d'état-major des armées pour casser un schéma qui avait cours depuis Valéry Giscard d'Estaing, où en fait le chef d'état-major particulier du président de la République devenait chef d'état-major des armées. Et donc, c'est-à-dire rejoignait en fait le ministère de la Défense. Ce qui fait que le type arrivait de l'Élysée, avec auréolé de son passage à l'Élysée, et prenait l'ascendant sur le ministère de la Défense et pouvait même devenir plus influent que le ministère de la Défense. Parce que des fois, c'était quelqu'un qui n'avait même pas fait l'armée. Ou qui était... Voilà, c'est ça. Donc la caricature, ça avait été sous Sarkozy avec Hervé Morin qui maîtrisait absolument rien, quoi. Et donc, pour casser ce schéma-là, en fait, ils ont nommé le major général des armées et non pas le chef d'état-major particulier du président au poste de chef d'état-major des armées pour en réalité casser la fonction. Alors là, je cite toujours Nathalie Guibert, donc journaliste au Monde, explique « Assumant de casser la puissance acquise du chef d'état-major sous les précédents gouvernements, Le Drian choisit Villiers, le numéro 2 des armées, pour prendre la tête de celle-ci à Ballard. Ce fut un piège, juge un officier général qui a quitté le service. » Ouvrez les guillemets, Villiers s'est laissé instrumentaliser, il a été choisi car il était moins surprenant que d'autres et que le cabinet l'avait mis sous pression toutes les semaines en tant que major général. Le directeur a pu se dire « Je choisis le type que j'ai mis sous pression ». Alors en plus,
parallèlement à sa nomination, il y a eu une réforme de la gouvernance qui a amputé l'état-major des armées de quasiment toutes ses prérogatives au profit de la corporation des contrôleurs généraux des armées. Donc, si vous voulez, au terme de cette réforme, le chef d'état-major des armées devient un assistant, un simple assistant du ministre. Et en plus, dans le contexte de paranoïa lié donc à cette époque-là, on est en 2014, il vient d'avoir la manif pour tous, et Pierre Berger a imposé au ministère de la Défense Louis Gauthier, donc qui est un haut fonctionnaire issu entre guillemets du milieu culturel, donc qui est trésorier de la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, et qui lui devient secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Donc là, pareil, on voit bien la hiérarchie entre réseaux, d'ailleurs qui est à l'époque présentée dans le Parisien de façon assez nette, les francs-maçons au cabinet du ministre et les cathos dans la haute hiérarchie militaire. Donc là, on voit un réseau qui gagne sur l'autre. Donc on voit le réseau homosexuel qui case un de ses pions au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Et puis en haut du complexe militaro-industriel français, trône, évidemment trôné maintenant puisqu'il est mort, mais Serge Dassault, donc Serge Bloch, donc là encore le quatrième réseau. Voilà. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir depuis sa démission, qu'est-ce qu'il est devenu. Voilà, alors c'est pareil, pourquoi Macron décide de l'humilier? Parce qu'il se dit, attends, c'est le type, il a avalé toutes les couleuvres. Il a fait le plus gros plan social de l'armée, il s'est fait humilier toute sa carrière, il s'est fait humilier par Sarkozy, il s'est fait humilier par Le Drian, toute sa carrière est faite d'humiliation. Donc pourquoi je vais pouvoir me assurer mon autorité, me poser en monarque républicain en l'humiliant et en disant que c'est moi le chef? Et puis finalement, comme il est à 1 an de la retraite, il a une espèce d'acte de bravoure, et puis il démissionne, et là, il commence à... donc, il crée sa boîte de société, puis il est évidemment recruté au Boston Consulting Group, qui est le plus gros cabinet de stratégie américain. Alors, c'est beaucoup d'anciens militaires deviennent consultants. C'est 1/3 des officiers environ, mais c'est quand même le premier SEMA, chef d'état-major des armées, à rejoindre un groupe américain. Et alors, on le voit commencer à fréquenter un certain nombre de réseaux. Alors, il écrit ces 2 livres qui sont édités par Sophie de Closet, donc, qui est la fille du journaliste François de Closet, qui s'est d'ailleurs récemment trouvé des racines juives oubliées, je cite. Cette Sophie de Closet, elle est évidemment young leader de la French American Foundation. C'est l'éditrice de Jacques Attali, de Michelle Obama. Elle est mariée à un réalisateur de disques franco-ivoiriens, vous voyez un peu les réseaux parisiens. Et puis sa communication est assurée par une société qui s'appelle Les Rois Mages. Donc c'est une société qui est animée par Claudine Ponce, qui est associée à Caroline Pierret, donc qui est la directrice associée de Publicis Event, et associée également à l'écrivain Éric Orsena, donc en fait qui est un gros consultant des entreprises, qui est membre du Club des 100 lié au réseau Attali. Et alors là, les réseaux Attali mettent la main sur ce pauvre général, puisque l'ONG d'Attali, qui s'appelait avant Planète Finance et qui maintenant s'appelle Positive Planète, crée une branche, si vous voulez, dans le secteur du football, qui va s'appeler Positive Football, et qui passe un contrat avec l'UNFP, donc le syndicat des joueurs de foot, pour moduler l'image des nouveaux champions du monde, c'est-à-dire des joueurs africains, pour en faire un peu des modèles sociaux. Et donc, qui prend la tête donc de la branche football, devient la figure de proue de la branche football de l'ONG d'Attali, et c'est le général Pierre de Villiers, qui donc du coup siège à l'UNFP à ce titre. Donc évidemment, il est lié à Gilles Kepel, donc islamologue officiel du groupe Bilderberg. Et là, on voit vraiment qu'il y a une volonté d'en faire un homme politique, puisqu'il a signé, c'est passé assez inaperçu, mais dans les Échos, le 21 mars, donc au moment où il rejoignait le Boston Consulting Group, donc il signe avec Martin Dempsey et Nick Houghton, donc c'est 2 anciens chefs d'état-major américains et britanniques. Donc là, on est vraiment sur les réseaux de l'OTAN. De toute façon, il a fait toute sa carrière à l'ACAFOR au Kosovo, c'était l'OTAN. Puis ensuite, il a sécurisé l'aéroport de Kaboul
en Afghanistan, c'était encore l'OTAN. Son beau-frère est juge au tribunal administratif de l'OTAN. Hein. Donc il est vraiment dans un prisme otanien. Et donc dans cette tribune signée dans les Échos, il déplore le manque d'engagement de la communauté internationale en faveur d'un leadership collaboratif et collectif. Il appelle à des actions inclusives. Donc là, on est vraiment dans le violon mondialiste. Et surtout, il déplore que les responsables internationaux soient de plus en plus absorbés par des logiques nationales. Donc là, on a un prototype du discours de la haute administration française, tel qu'on l'a décrit tout au long de notre émission. Donc Pierre-Antoine Plaquevent vient de nous rejoindre. Donc bonsoir Pierre-Antoine. Bonsoir à vous. Alors nous le recevons pour son excellent ouvrage publié au Retour aux sources. Donc Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme. Alors parlez-nous de Soros. Donc oui, George Soros, si vous voulez, dans mon livre, je commence par une biographie de George Soros. Donc j'explique un petit peu d'où il vient. J'ai essayé de remonter un petit peu au-delà de sa biographie familiale, qui montre qu'il est issu d'une famille de la bourgeoisie de l'Empire austro-hongrois. Donc j'expose un petit peu comment cette bourgeoisie juive de l'Empire austro-hongrois s'est progressivement intégrée et mélangée avec les secteurs dirigeants de la société austro-hongroise, mais comment aussi elle n'arrivait pas à accéder au lieu plein du pouvoir de l'époque, à savoir l'armée ou les domaines purement politiques, ce qui a favorisé, on va dire, une position et un regard de critique radicale des gens issus de cette bourgeoisie juive envers le système social dans lequel ils évoluaient. Donc c'est le cas de Karl Popper aussi, hein, l'inspirateur de George Soros. Donc je pars de cette histoire familiale et ensuite je montre, on va dire, le trajet de George Soros au travers notamment de sa formation au sein de la London School of Economics, l'université, la pouponnière bien connue des élites anglo-saxonnes financières et politiques, et qui a été fondée à la fin du 19e siècle par des membres de la société fabienne, de la Fabian Society. Donc je fais aussi un détour par la Fabian Society en expliquant la vision du monde de la Fabian Society et dans quelle mesure elle inspire aussi la vision du monde de George Soros. Voilà, je relis ensuite son trajet avec les réseaux bancaires Rothschild. Voilà, ça c'est intéressant. Cette connexion Rothschild au début de ses affaires. Voilà, au début de ses affaires, parce que George Soros, c'est quelqu'un qui aime à se présenter comme une sorte de golden boy, un homme qui se serait un peu fait tout seul, mais en fait, c'est quelqu'un qui, sans ces appuis-là et sans avoir évolué dès le départ au sein de ces milieux influents, il n'aurait pas pu atteindre ce niveau-là de puissance financière, et surtout n'aurait pas pu mettre en route les outils tels que les hedge funds qui ont fondé sa fortune et qui lui ont permis de mener les coups financiers, les actes de piraterie financière qu'il mènera au long des années 80, surtout au début des années 90. Et ensuite, voilà, on va dire, mais mon livre est surtout un livre politique. Je me suis intéressé, après cette biographie, on va dire, à l'action politique et métapolitique et à l'idéologie qui est derrière son concept de société ouverte. Alors voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est ce concept de société ouverte et de société fermée qui a été, on va dire, vulgarisé par Popper, mais qui avait déjà été piqué à Bergson. Lui n'a fait lui, il l'instrumentalise. Ouais, parce que Bergson, lui, parlait de société close, société ouverte. Voilà, et donc Popper l'a repris dans un contexte plus libéral. Oui, c'est ça. Popper a déjà, on va dire, radicalisé ce point de vue. Surtout, Popper a écrit ça comme une sorte de défense du système libéral au moment où il était attaqué sur ses deux flancs par le communisme et par la montée des nationalismes. Donc, ce que va faire Soros, c'est qu'il va utiliser un petit peu les concepts de Popper, il va les radicaliser, il va vraiment en faire un outil
dialectique pour mener ses actions d'influence et de pénétration au sein des sociétés. Donc le livre est construit un peu comme ça. Après la partie biographique, vraiment la partie philosophie politique, l'influence de Karl Popper, la manière dont Soros reprend Popper et l'explique lui-même dans les ouvrages qu'il a écrits. Parce que c'est ça qui est intéressant, il y a beaucoup d'ouvrages non traduits aussi de Soros. Et en fait, à un moment important de son action ou de sa vie, George Soros, on va dire, commet un écrit où il expose un petit peu sa vision du moment. Bon, c'est souvent, il recycle un petit peu toujours les mêmes concepts, mais c'est intéressant de voir... ça permet de comprendre un petit peu sa philosophie politique qui est assez succincte finalement, mais qui est en fait un outil métapolitique justement assez efficace. Voilà pour l'essentiel, de comprendre qu'en fait, parce que beaucoup disent oui, Karl Popper était critique du socialisme, du totalitarisme, mais en fait, en étudiant ses écrits, et notamment les écrits de Soros, j'en suis arrivé à la conclusion que ces gens-là sont critiques des méthodes du communisme, mais finalement pas tellement des fins dernières, qui rejoignent un petit peu les objectifs de la société ouverte, c'est-à-dire l'internationalisme, la fin des frontières. Simplement, c'est dans la méthodologie, comme je l'explique aussi, Karl Popper est l'un des pères de l'ingénierie sociale, mais ce qu'il appelait l'ingénierie sociale progressive, c'est-à-dire par palier, et qui reprochait aux soviétiques d'avoir mené une ingénierie sociale trop brutale, en fait. Donc tout ça se traduit donc en 79 par la création de l'Open Society Institute, oui, qui se transformera plus tard en Open Society Foundations. Voilà. Donc, il faut rappeler que l'Open Society Foundation, c'est 49 bureaux dans 43 pays, c'est 1600 employés. En Europe, ils ont des bureaux en Grande-Bretagne, en Belgique, en Espagne, en Hongrie, en Ukraine, en Pologne, en Moldavie, en Bosnie-Herzégovine, en Albanie, au Kosovo, en Serbie, en Arménie, en Géorgie. Que leur budget 2018, c'est 1 milliard de dollars. Que les dépenses totales estimées sur 33 ans, c'est 14 milliards de dollars, donc ce n'est pas rien. Voilà, et que le budget consacré à l'immigration est passé de 30 millions de dollars à 63 millions de dollars. Donc voilà, ça c'est une vraie machine de guerre. C'est une machine de guerre. En plus, les fondations, là, les fondations pour la société ouverte, là, ne comptent pas, on va dire, le réseau réticulaire d'organisations et d'associations qui sont reliées à chacune de ces fondations. Et en fait, c'est un outil qui leur permet d'évoluer depuis l'influence auprès des instances internationales ou des États jusqu'au niveau le plus proche de la population. C'est vraiment un niveau de proximité, de localisme, on pourrait dire. Et on est vraiment dans ce que certains appellent le glocalisme, c'est la convergence du global et du local, puisque l'Open Society finance autant des ONG de passeurs que aussi tout ce qui est les No Borders et les associations qui soutiennent les militants pro-migrants. Oui, donc il faut surtout revenir donc sur son programme. Voilà. Donc c'est l'immigration de masse, c'est la dépénalisation des drogues, c'est les nouvelles normes sociétales, la théorie du genre. Et ça se concrétise par les révolutions colorées. Quoi. Voilà, et c'est ça. Vu l'étendue de ces champs d'action, je me suis concentré sur quelques vecteurs d'influence principaux, parmi lesquels ce que j'appelle les armes d'immigration massive, les changements sociétaux comme le militantisme et le lobbying en faveur de la légalisation des stupéfiants, les militantismes en faveur de de l'extension de l'euthanasie aussi, l'influence de Soros dans les médias, notamment les médias américains, et effectivement les techniques de changement de régime. Voilà. Et en étudiant la partie sur l'immigration est la plus longue, parce que c'est on va dire celle qui est peut-être la plus documentée, notamment j'ai étudié beaucoup de sources américaines, italiennes, hongroises. Donc vous l'avez rappelé,
effectivement, c'est un budget pour l'année 2018 de 60 millions de dollars, mais aussi de 500 millions de dollars dans des crédits auprès de sociétés qui s'engagent à suivre l'agenda de l'Open Society en faveur de l'emploi des migrants. Donc on arrive à quelque chose qui est supérieur, par exemple, au budget de Frontex, le groupement qui est censé assurer la protection des frontières de l'Union européenne. Budget qui était, je crois, pour 2017 de 300 millions d'euros. Donc on a un outil, Soros aime se faire appeler un homme d'État sans État. On est dans quelque chose de cet ordre-là. Alors moi, j'avais une question sur la France. Est-ce qu'il y a, je sais pas, parce que là on cite qu'il y a des bureaux dans plusieurs pays d'Europe, mais la France n'est pas citée. Alors est-ce que, par rapport à vos recherches, est-ce que vous avez des précisions un peu plus sur la France, ce serait peut-être des personnalités plutôt, comme par exemple Jacques Attali, clairement, et qui aussi est un laudateur de Soros. Alain Minc se vante cette semaine dans Le Point d'avoir très bien connu Soros. On retrouve d'ailleurs Jacques Attali et Alain Minc, on en a parlé dans la première partie de l'émission, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, et avec des personnages qui étaient au cabinet d'Emmanuel Macron et qui, quelques semaines avant le lancement d'En Marche, sont partis rejoindre le Soros Fund Management. Et puis il y a ce socialiste-là qui a pensé toute la politique d'immigration du Parti socialiste, Patrick Weil. Patrick Weil, oui. Voilà, qui est cofondateur du média Street Press, qui est un des points de relais de George Soros, je dirais pas sur la partie financière comme Attali ou Minc, mais sur la partie sociétale. Oui, sociétale. Et il y a aussi des personnages comme par exemple, il y a récemment William Bourdon, l'avocat de l'ONG Sherpa. Qui s'est proposé d'ailleurs de défendre un des leaders des Gilets jaunes. Maxime Nicole, et William Bourdon, qui défend systématiquement, en vérité, qu'il le veuille ou non, mais qui agit systématiquement contre les intérêts des entreprises françaises en Afrique pour le compte des Américains, en étant lié, étant l'avocat qui représente les intérêts de Soros. Pierre Péan avait fait une très belle enquête, je me rappelle, dessus. Oui, c'est ça. Et c'est ce que j'expliquais récemment, une conférence auprès d'Égalité et Réconciliation en Ariège, où on me demandait par rapport les risques par rapport aux gilets jaunes. Je leur disais, le risque, c'est ce genre d'infiltration, c'est-à-dire des personnages qui vont essayer d'amener leur appui, mais qui peuvent être liés à ce type de réseau. Voilà. Pour la partie française, après, il faudrait reprendre aussi cette liste d'hommes politiques. Là, c'était au niveau européen que ça avait été fait. Oui, on en avait parlé dans Faits et Documents, dans le numéro de mars 2017. On avait fait un dossier sur on avait titré les fiches de George Soros. C'est ça. Il y avait notamment qui reprenait la liste des parlementaires français et européens qui étaient, on va dire, des alliés fiables. Alors, tu peux la citer ? Alors, on citait Michel Alliot-Marie, Guillaume Balas, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, Karima Delli, Sylvie Goulard. Sylvie Goulard, qui a été la première ministre des Armées d'Emmanuel Macron. Sylvie Guillaume, Yannick Jadot, Eva Joly, Alain Lamassoure, Édouard Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Younous Omarjee, Christine Revaud-Dallon, Marielle de Sarnez, Marie-Christine Vergia. Voilà, donc ils avaient quand même des relais au sein du Parlement européen. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait opposer à Soros ? Alors, parce que la conclusion, c'est quoi ? Face à l'État-nation, dont il veut la destruction, est-ce qu'il y a une opposition qui apparaît ? L'opposition peut se faire à plusieurs échelles, mais on va dire effectivement le rempart, c'est l'État-nation, enfin la cible à abattre pour même ce type de vision presque de la physique sociale, on pourrait dire. Ces gens-là veulent abattre l'État-nation qui est le rempart à la gouvernance mondiale et au règne en fait, je montre dans le livre comment
a été vraiment fabriqué depuis les années 30 et 40 des méthodes de gestion des populations qui sont issues de la cybernétique, de l'ingénierie sociale, et comment ces méthodes sont au cœur du projet de société ouverte et de domination des multitudes contemporaines. Donc, ce qui s'oppose à ça, c'est effectivement l'État-nation au sens de synthèse entre les intérêts d'un peuple et la cohérence d'une trame historique. Ça, c'est ce qui avait déjà été pointé du doigt par Karl Popper à l'époque. Donc, concrètement, on voit qu'en Russie, les ONG de George Soros ont été maintenant pointées du doigt et interdites à partir, malheureusement, assez tardivement, uniquement en 2015, ce qui montre la puissance même financière qu'il avait dans ce pays, qui empêchait aussi la Russie de s'en débarrasser complètement. En Hongrie, il est maintenant complètement en difficulté. Aux États-Unis, il est combattu par l'administration Trump. Les réseaux Soros sont au cœur du combat permanent contre Trump et son administration. Donc, assez logiquement, et moi j'analyse même la crise actuelle en France sous ce biais-là, la base de repli naturel du projet de société ouverte, c'est en fait l'Union européenne et précisément le couple franco-allemand avec des gens comme Macron, Merkel. Merkel qui est directement sous influence sorosienne, notamment par le plan sur l'immigration qu'elle avait proposé, qui est inspiré du plan Soros qu'il avait lui-même proposé en 2015. Donc je pense que là, ce qu'on a en ce moment, c'est ça, la pression va être mise au maximum sur la France. On voit, quand on lit, on voit les dernières actions qu'a enchaîné Macron, la conférence de Paris sur la paix, la signature du pacte de Marrakech, bientôt le traité d'Aix-la-Chapelle. Quand on lit le traité d'Aix-la-Chapelle, on voit qu'il est totalement d'inspiration. Il ne s'agit pas de faire une France-Europe puissance, il s'agit de faire vraiment une intégration française et allemande dans une région de la gouvernance mondiale, dans un esprit onusien. Et au niveau de l'opposition contrôlée, on voit aussi les réseaux Soros. Dans l'opposition à Emmanuel Macron, opposition contrôlée, on voit les réseaux Soros s'agiter avec notamment Raphaël Glucksmann, qui est un agent sorosien. On n'en a pas parlé tout à l'heure sur les relais au niveau de la France, qui a été hyper actif sur le dossier géorgien pour le compte de Soros, et qui aujourd'hui en France essaye de chapeauter un espèce d'embryon d'union des gauches. Oui, c'est la gauche Glucksmann, ça va être. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tous les milliards qu'ils peuvent avoir, au bout d'un moment, il faut quand même avoir une prise sur la société réelle. Et là, sur qui vont-ils s'appuyer ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que la mouvance des Gilets jaunes est à peu près allergique à toute forme de récupération. Alors peut-être que je m'avance un peu. Tout en reprenant des stratégies qui sont précisément les stratégies de l'Open Society. Exactement. C'est-à-dire le truc du gilet jaune où tout le monde l'a dans sa voiture. Il suffit de sortir au rond-point, de boire un coup avec les copains avec le gilet jaune, et d'un coup on devient un gilet jaune, et les gilets jaunes avec cette couleur devient une armée hyper visible. Enfin, c'est vraiment un coup dont aurait rêvé Soros, quoi. C'est ça. Mais justement, c'est ce qui a fait penser à certains observateurs russes au départ que directement les Gilets jaunes étaient une révolution de couleur. Maintenant, d'autres l'analysent comme je le ferai plus tôt, c'est-à-dire c'est effectivement la population qui sait maintenant utiliser les technologies politiques qui étaient autrefois utilisées par ces réseaux-là. Ailleurs dans le monde, de toute façon, il suffit de voir les gens, la position des gens qui soutenaient et la révolution en Ukraine, et les printemps arabes, et toutes ces luttes qui aboutissaient à faire tomber des régimes rétifs aux politiques occidentales. Tous ces gens-là, effectivement, sont maintenant vent debout contre les Gilets jaunes, ce qui montre que là, on est face à ce que George Soros parle souvent, c'est le principe de réflexivité historique. Donc, c'est une sorte de retour de force sous la pression de l'ingénierie sociale mondialiste. La société civile maintenant se rebelle et elle emploie les méthodes, les technologies politiques de la société ouverte contre la société ouverte, et elle va progressivement prendre toujours plus conscience du projet qui est derrière le simple Macronie, on va dire.
Merci Pierre-Antoine Plaquevent, merci Vincent. Donc on rappelle que votre ouvrage est disponible au retour aux sources et sur Contre-Culture, et que Faits et Documents, pareil, est disponible par abonnement sur faitsetdocuments.com. Donc abonnez-vous, l'actualité décryptée tous les 15 jours dans votre boîte aux lettres, le dessous des cartes, les réseaux, les lobbies, les hommes qui comptent, les hommes qui montent. Bonne soirée. Et à bientôt. À bientôt. Merci à vous.